Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup aussi à la Caisse des dépôts et à la Caisse des dépôts de cet accueil et à la chaire Prévoyance et Retraite. Donc je suis très heureux d'être à Rabat aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui peut-être quand on regarde le transparent est peut-être un peu surprenant parce que d'un côté on a votre pays, le Maroc, qui s'étale de tout son long et de l'autre côté on a un exercice de prospective qui est mené sur la France. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même faire un lien et que le sujet va vous intéresser. Alors pourquoi il devrait vous intéresser ou comment on peut essayer d'introduire les choses? Finalement, votre Premier ministre l'a bien expliqué ce matin en s'attaquant aux maisons de retraite. Il nous a expliqué que la protection sociale pouvait en quelque sorte compléter les solidarités familiales qui sont évidemment très importantes et auxquelles on tient beaucoup en France aussi, hein, mais bon, il a aussi cité des événements qui ont été assez tristes pour nous. Et donc ça c'est un point qui est essentiel et en même temps il est évident aussi que la protection sociale vient en partie se substituer aussi à ces solidarités familiales et à les remplacer. La protection sociale se substitue ou peut aussi compléter l'épargne que chacun peut mettre en place. Et finalement, dans le cycle peut-être de développement des économies, je ne pense pas qu'on ait des siècles d'avance, ni peut-être même des décennies, hein, l'écart ne se creuse pas, se réduit tous les jours, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais il y a l'idée que finalement on a monté nous un système de protection sociale à un moment où on en avait besoin et je pense que le Maroc aussi on en a besoin certainement aujourd'hui dans une phase de croissance économique, peut-être une croissance démographique qui est déjà un peu derrière mais c'est bien le moment de le mettre en place et c'est exactement ce qu'on a fait en France parce que c'était la manière peut-être la plus simple justement de redonner aux vieilles générations aussi ce qu'elles ont mérité après les guerres, après plein d'événements, et ça c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, etc. Mais finalement ce système, il a pris beaucoup de place, il a remplacé en partie les solidarités familiales, il ne les a pas complètement éteintes, elles sont toujours présentes, mais aussi il a pris tellement de place que finalement il a grossi en quelque sorte sans suffisamment forcément être piloté, de sorte que sa soutenabilité à long terme est aujourd'hui remise en cause par le vieillissement et puis par une croissance qui est un petit peu molle, en tout cas qui n'est plus aussi forte qu'avant. Et donc finalement lorsque la protection sociale se retire relativement, que reste-t-il? Il faut toujours des solidarités, intergénérationnelles, et que si la protection sociale est moins présente parce qu'il faut la réformer, donc la réformer c'est faire des coupes, hein, ce que nous a dit Madame Fornero, même si on pousse la courbe, il reste toujours cet arbitrage et c'est pas toujours facile, donc il y a des coupes à faire. Les solidarités familiales, elles ne vont pas renaître spontanément parce qu'elles sont en partie, elles correspondent aussi à un mode de vie qui n'est plus le nôtre aujourd'hui avec l'urbanisation, etc. Et donc ce qui reste aussi, c'est l'épargne retraite. Et en France, on a fait le choix depuis très longtemps d'avoir un système où l'épargne ne joue pas un grand rôle aujourd'hui dans le financement des retraites. Et lorsque la mère se retire, lorsque le système est mis en cause, l'épargne, naturellement, qu'on n'a pas fait précédemment, qu'on a laissé finalement dans un coin sans vraiment s'en soucier, elle n'est pas vraiment présente et elle ne permet pas en quelque sorte d'assurer un peu plus de diversité dans la manière de financer les vieux jours. Et donc ce que j'essaie de montrer, ou ce que j'essaie de vous montrer là, c'est qu'il y a peut-être des manières d'améliorer les choses, de partir de l'existant. Il y a quand même de l'épargne retraite qui existe, les gens accumulent pour les vieux jours, mais simplement cette épargne n'est pas mobilisée de la bonne manière. Et en France, on a besoin de mieux mobiliser notre épargne retraite, peut-être de l'augmenter, mais surtout de mieux la mobiliser pour qu'elle serve d'abord les intérêts des assurés sociaux, enfin des gens tout simplement, hein, c'est pas que des assurés sociaux, mais aussi les besoins de l'économie, éventuellement pour des investissements de long terme. On le voit bien au Maroc où vous avez un système qui fonctionne en partie en capitalisation sur les retraites de fonctionnaires et qui sert aussi à financer des infrastructures, des équipements de long terme qui sont bons pour la croissance marocaine. Donc voilà un peu le sujet général. Ce que je voulais signaler également, c'est que ce travail est un travail que j'ai mené de manière jointe avec le soutien de la chaire Transition démographique et Transition économique, qui est quelque sorte une sœur de la chaire Prévoyance et Retraite, qui a aussi des liens avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc Hélène Xuan, qui est déléguée générale, est ici, appartient à cette chaire, et la déléguée générale de cette chaire, avec le soutien de la Compagnie nationale de prévoyance. Alors, j'avais une introduction un peu pour dire, en France, tout est parfait, on a des succès de notre système de retraite, on a un très bon taux de remplacement, enfin très bon. On a aussi, ça se voit sur ce graphique, le fait qu'on est capable de donner autant de revenus à des gens qui ont plus de 65 ans qu'au reste de la population. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, on est en haut du graphique, en haut de la diagonale. Nos
nos seniors retraités ont autant de revenus que les gens qui travaillent, ce qui est aussi peut-être une question à se poser. Est-ce qu'ils n'en ont pas trop? Mais bon, en tout cas, c'est un succès. Ce succès, il est atteint et on le voit de l'autre côté. Il y a peut-être beaucoup de données. Alors, j'ai pris des données de l'OCDE pour justement faire des comparaisons. Ce succès, il est atteint essentiellement par des transferts publics. 75 ou 80% des revenus des plus de 65 ans en France viennent des transferts publics, viennent du système de retraite. La place du travail est très réduite parce que nos seniors ne travaillent pas, contrairement à ce qui se passe au Japon ou en Corée. Et puis la place du capital est relativement réduite, elle également. Donc, autre succès qui me semble, lui, très important, et c'est peut-être ce graphique-là qui est le plus fort. Dans ce graphique-là, on nous montre un peu la pauvreté des seniors, des plus de 65 ans, et on la compare à la pauvreté du reste de la population. Et quand on a, nous, généralisé notre protection sociale, on a créé les minimums vieillesse, etc., on avait une économie qui était assez agricole. L'idée, c'était quand même bien celle-là. C'était de combattre la pauvreté, une pauvreté inadmissible de gens qui ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire quelque chose contre cette pauvreté. Et franchement, quand on regarde ce graphique, alors là-dedans, il n'y a que les pays de l'OCDE. Excusez-moi de ne pas faire plus de choses, mais on voit que en France, c'est tous les pays qui sont sous la ligne, là, sont des pays dans lesquels les vieux sont en moyenne. Les vieux, excusez-moi du terme, les vieux sont en moyenne moins pauvres que les classes actives. Le taux de pauvreté chez les plus de 65 ans est plus faible que les taux de pauvreté dans le reste de la population. Et vous voyez que de ce point de vue-là, le système français, c'est un système qui a quand même cette qualité, qu'il a réussi à éradiquer. Éradiquer, c'est peut-être un peu, le mot est un peu fort, mais il a presque éradiqué la pauvreté chez la vieillesse, ce qui est quand même un mal très très dur à accepter dans une société. Vous voyez que même des pays qu'on dit développés ou modernes, je pense à la Corée, vous voyez la Corée, en Corée, le taux de pauvreté des personnes âgées est de 50% selon les statistiques de l'OCDE, 3 fois plus élevé que le taux de pauvreté du reste de la population. Et là on voit à quel point, on pourrait regarder la Corée ou l'Australie, pas non plus très très performant dans ce secteur, mais on voit à quel point ça c'est important, c'est vraiment des critères aujourd'hui qui sont fondamentaux pour juger de l'efficacité du système. Bon, alors ce système il a aussi des défauts, et c'est là-dessus aussi que je vais insister, parce que ce que je vais vous montrer c'est que le défaut qu'il a, c'est que comme un pain parasol qui s'étend, il n'y a pas grand-chose qui a poussé en dessous. Donc finalement on a mis en place un système qui a atteint beaucoup de ses objectifs, mais qui est devenu très gros. Alors il est devenu très gros en termes de dépenses publiques dans le PIB. Si on regarde ces statistiques, c'est à la fois en 2015 et 2050, vous voyez que la France, dans les pays de l'OCDE, on est dans le peloton de tête des pays dans lesquels la dépense des retraites publiques du PIB sont les plus élevées. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, ils ne donnent pas de revenus aux retraités, ça veut dire qu'ils les donnent d'une autre manière. Mais ça veut dire aussi que derrière, on socialise, on prélève par l'impôt une masse importante. Et évidemment, qui dit impôt, dit distorsion fiscale, difficulté à gérer le système, etc. Et donc on a cet immense pain parasol, effectivement, qui s'est mis en place, qui est efficace pour protéger les vieux contre la pauvreté, mais qui a aussi l'inconvénient de sa taille, en quelque sorte. Alors vous voyez, on a vu aussi ce matin que, justement, l'objectif français à l'horizon 2050, c'est de contenir, voire de diminuer cette part de dépenses publiques dans le PIB, alors même que le vieillissement, et Didier Blanchet nous l'a montré, ferait que naturellement cette part devrait augmenter, d'accord? Donc on va réussir ce miracle, et c'est ça les réformes dont on parle. Donc autre défaut du système, quand on prélève, on a des distorsions sur l'offre de travail, et en France on n'est pas très performant en matière de taux de travail des seniors, même si on s'est un peu amélioré, donc là aussi Didier nous l'a montré, je n'ai pas insisté là-dessus, mais on reste quand même dans la queue des pays de l'OCDE de ce point de vue-là. Enfin, dernier inconvénient, donc ça je ne vais peut-être pas en parler non plus trop longtemps, parce que c'est un dessin qui est peut-être un peu compliqué, mais le système il a introduit aussi des biais actuariels, il n'est pas actuariellement neutre, cotiser un an de plus lorsqu'on a 65 ans ou 64 ans, quand on est proche de la retraite, n'ouvre pas des droits à la hauteur de ses cotisations. Donc on voit bien que là aussi on a des distorsions dans l'offre de travail pour mobiliser le travail des âgés, parce que faire travailler les âgés, c'est augmenter la population active, et donc c'est créer aussi plus de croissance, c'est pas seulement prendre des emplois aux jeunes. Autre défaut, et donc ça c'est le défaut sur lequel moi j'ai insisté, je termine mon introduction, j'ai déjà beaucoup parlé, mais qu'effectivement en France on a un système qui est relativement monolithique, peu diversifié. Sur l'axe des ordonnées, vous avez le taux de remplacement du secteur public, donc en France il est autour de 60%, ce qui est dans une certaine moyenne, c'est pas... bon, alors il y a peut-être plusieurs manières de le montrer, et de l'autre côté vous avez le développement de ce qu'ils appellent ici pension fund assets, c'est-à-dire l'épargne retraite,
qui serait contenue dans des fonds de pension ou en tout cas dans des institutions qui la géreraient. Et aux yeux de l'OCDE, d'accord, en France, on n'a pas d'épargne retraite gérée par des fonds de pension. On n'a pas d'épargne retraite de ce type-là gérée par des fonds de pension. Donc, on fait partie des pays dans lesquels, finalement, on a choisi de développer, on n'est pas les seuls, de développer complètement un système de protection sociale financé par la répartition en laissant la question de l'épargne retraite de côté. Donc on a un système qui est relativement monolithique. Donc moi je plaide, évidemment, autre problème qui va faire qu'on a une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre dans lequel on est, il ne peut plus tenir. On a vu aussi, et c'est un graphique qui vous a été présenté sous une autre forme ici, ce sont les projections du corps, qu'à l'horizon 2035, qui est l'horizon qui m'intéresse, le corps va un peu plus loin, on va avoir une baisse du niveau relatif des retraités, d'accord, parce que le taux de remplacement va baisser, parce qu'il n'est plus indexé sur la croissance comme l'a montré Didier ce matin. Et donc cette baisse, elle est quand même importante, hein, elle est de l'ordre de, selon les scénarios, vous voyez qu'elle a augmenté jusqu'en 2015, et puis à partir de 2015, on a cette baisse plus ou moins importante selon les scénarios macroéconomiques de croissance. Mais on peut penser qu'on va avoir une baisse de l'ordre du pouvoir d'achat relatif au reste de la population de 20%, de 15 à 20%. Cette baisse est une baisse relative, ça signifie que quelque part, nos âgés n'auront plus le même niveau de vie que les retraités, donc que les gens en activité, donc ne seront peut-être plus capables de mettre les mêmes cadeaux sous le sapin de Noël. Et finalement, c'est quelque chose qui est important. Et j'ajouterais aussi qu'en France, on a choisi de désindexer les pensions de la croissance, y compris après la prise de retraite. C'est-à-dire que les pensions ne vont plus augmenter pour le grand âge, vont moins augmenter, elles vont être relativement importantes en début de retraite, mais ensuite elles vont relativement baisser. Donc ça montre qu'il faut chercher d'autres éléments. Donc chercher d'autres éléments, c'est naturellement, je pense que cet ajustement est possible, hein, je ne vois pas ça du tout comme un cataclysme impossible à gérer, mais simplement il nécessite d'autres moyens de financer la protection sociale pour chacun, enfin des moyens collectifs, alors on va y réfléchir un instant, qui sont l'épargne retraite. L'épargne retraite, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est un problème important dans notre pays, c'est que finalement en France on n'a pas cherché à spécifiquement développer l'épargne retraite. L'épargne retraite, elle a cette caractéristique que c'est une épargne qui se cumule et surtout qui se décumule. Qui se décumule lors de la phase de retraite sous forme de rente viagère, par exemple, mais éventuellement autrement. Et donc il y a cette idée de cumul et de décumul. C'est une épargne qui est portée à long terme et qui est spécifiquement destinée à financer la retraite dans le cadre d'une planification financière. Or, précisément, et c'est pour ça que ça me semble important d'introduire cette différence dans l'épargne retraite, en France, on a l'épargne retraite. Dans cette épargne retraite, on a un noyau dur qui est constitué par l'épargne retraite qui est spécifiquement destinée à faire que de la retraite. Et puis après, on a une espèce de périphérie autour qui est relativement diffuse, qui comprend les contrats d'assurance vie, certains contrats d'assurance vie, des valeurs mobilières, des livrets liquides, de l'immobilier. Les gens sont propriétaires de leur logement pour aider à leur retraite. Évidemment, c'est un aspect important. C'est de l'épargne retraite, mais de l'épargne retraite que je qualifie de périphérique. Ce n'est pas de l'épargne retraite dure, qui, elle, est spécifiquement destinée à financer des retraites entièrement. Donc, ce noyau dur, ce sont les plans de retraite privés. Donc, en France, on a développé ce qu'on appelle l'épargne retraite supplémentaire, avec des aides fiscales. Et puis, ce sont aussi, pas qu'au niveau privé, mais des réserves publiques, des fonds de réserve publiques. Bon, on a eu le fonds de réserve des retraites qui aujourd'hui est appelé à être décaissé. On a quelques réserves encore dans la GIRCO. Et puis on a aussi quelques réserves de régimes par répartition, associées à des régimes par répartition. Donc c'est ça, cette épargne retraite. Première question auquel on peut réfléchir, c'est dans le cadre de ce rapport, on a essayé de réfléchir à ce que serait le taux d'épargne qui serait nécessaire d'avoir à l'horizon 2035, compte tenu des réformes que l'on va nécessairement mettre en place. Donc les réformes que l'on met nécessairement en place. On a vu aussi ce que nous a montré tout à l'heure Didier, c'est une hausse des taux de cotisation, une baisse du ratio de remplacement ou un report de l'âge de 6 ans, un report de l'âge de la retraite. Donc en fait, le cocktail qu'on fait, c'est un cocktail qui mélange un peu les deux, mais surtout qui joue sur la baisse du ratio de remplacement et le report, on a vu qu'on allait augmenter de 3 ans. Dans tous les cas, on a construit un modèle qui essaye de montrer quel serait l'impact de ces réformes sur les besoins d'épargne retraite. On va baisser les pensions, ou la générosité des pensions, de manière un peu simple, d'accord? Donc évidemment, les gens vont réagir en accumulant davantage de retraite, d'épargne. Ils vont avoir des besoins d'épargne supplémentaires. Combien? Alors,
Dans cet exercice de modélisation, en fait, il y a plusieurs manières de le voir. Ce qu'on voit, et c'est peut-être la dernière ligne qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, les ménages épargnent à peu près 6% sous forme financière, 6% de leurs revenus disponibles. C'est le taux d'épargne financière au centre de la comptabilité nationale. Dans le scénario 2 et 3, qui sont les deux scénarios qui sont effectivement mis en œuvre, c'est-à-dire à la fois une baisse du ratio de remplacement et un report de l'âge de la retraite, on voit qu'il y a une augmentation nécessaire du taux d'épargne qui est de l'ordre de 2 à 3% qui sont nécessaires pour effectuer cet ajustement. Cet ajustement qui s'effectuerait donc à l'horizon 2035. Donc aujourd'hui, on est sur une épargne financière autour de 5%, 5,5%, 6%, ça dépend un peu des années. Ce qu'il faudrait, c'est avoir 2 ou 3% de plus, d'accord, d'épargne qui viendrait alimenter l'épargne retraite pour essayer, à un horizon de 20 ans, de compléter finalement la perte de pouvoir d'achat relative qui est liée à tous ces éléments. Autre élément aussi, c'est que ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que quand on interroge les Français, on se rend compte que les Français évoquent la retraite, le complément de retraite comme étant un motif d'épargne. Ils le font dans des enquêtes comme l'enquête patrimoine que je vous montre ici. Donc les gens qui ont des contrats d'assurance vie, à 30%, ils disent c'est pour un complément de retraite. Mais ils citent plein d'autres raisons, bien sûr. Donc c'est ça précisément ce que j'appelle la périphérie de l'épargne retraite. Tous les produits que j'ai mis ici en avant ne sont pas spécifiquement destinés à la retraite, ce sont des produits d'épargne, éventuellement d'épargne de long terme, de moyen et de long terme, c'est un peu de l'épargne à tout faire, et l'épargne retraite est vue comme quelque chose qui joue un rôle dans ces produits. Ce qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'en utilisant cette intensité finalement de la demande en produits d'épargne retraite, on a essayé de comptabiliser ce qui, dans l'épargne totale, était de l'épargne spécifiquement destinée à la retraite. Donc on a fait une mesure de l'épargne retraite en affectant à chacun des produits ce que j'appelle des coefficients d'épargne retraite. Donc évidemment, pour les produits qui sont les produits du noyau dur, ou qui sont le noyau dur, à savoir des plans d'épargne privés ou alors des fonds de réserve, ce coefficient est de 100%. Vous voyez que c'est ce que j'appelle le sous-total noyau dur. Ce noyau dur aujourd'hui en France, c'est 340 milliards. 180 milliards à titre privé ou 200 milliards à titre privé, qui augmente beaucoup d'ailleurs. 140 milliards à titre public contenus dans les fonds de réserve. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente, disons, le PIB français est autour de 2000 milliards, donc vous voyez 17-18% du PIB. Si vous ajoutez à tout ça la périphérie, et si vous essayez de regarder dans la périphérie ce qui vient de l'épargne, ce qui est considéré par les gens comme étant épargné pour la retraite, vous ajoutez des éléments très importants, notamment la France a beaucoup développé des contrats d'assurance vie, ces contrats d'assurance vie sont aussi destinés à financer la retraite, et donc on aboutit à un sous-total de la périphérie qui serait autour de 517 milliards, et donc un total qui serait de 800 milliards pour l'épargne retraite en France en 2013. Ce niveau est relativement modeste par rapport à d'autres pays, 40% du PIB. Dans d'autres pays, on a un niveau qui est beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'il faut tenter de développer l'épargne retraite. Je pense qu'il y a une épargne retraite qui existe, mais qui est finalement pas assez abondante en quantité et pas forcément très bonne en qualité. Pourquoi? Parce qu'elle est trop diffuse, elle n'est pas suffisamment concentrée dans son noyau dur qui destine à une épargne de long terme, elle est trop dans la périphérie, en gros elle est trop dans des contrats d'assurance vie qui sont à des durations relativement limitées, à 7 ou 8 ans, et pas assez dans les produits d'épargne retraite supplémentaires. Donc il y a une adaptation des supports à l'épargne retraite, de l'épargne retraite à sa destination. Donc il faut faire croître l'épargne retraite, on l'a déjà vu, mais aussi il faut la durcir, dans le sens où il faut la rendre encore plus destinée à l'épargne retraite, ce qui exige de faire un transfert de la périphérie vers le noyau dur. Alors comment le faire? Je laisse passer ma partie un peu sur le contexte qu'on a déjà vu, qu'on a déjà évoqué, l'environnement, donc l'environnement des réformes, dans lequel on a vu qu'on a une grande sensibilité à la croissance notamment, et puis l'environnement macroéconomique où, pour ma part, je suis convaincu que nous sommes condamnés à une croissance molle pour les prochaines années à cause du freinage démographique notamment, et puis aussi éventuellement à quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement une forme d'inflation démographique aussi qui peut se mettre en place. Les études montrent qu'il y a des pressions inflationnistes liées à une modification de la structure démographique, et ces pressions inflationnistes pourraient jouer à terme sur le niveau d'inflation. Ça signifie aussi que l'épargne retraite, elle doit faire attention aussi de s'investir sur des supports qui protègent de l'inflation. Enfin, il y a une baisse des taux aussi qui fait que cela ne va pas forcément fonctionner comme on le voudrait. Comment développer l'épargne retraite? Donc développer le noyau dur par l'absorption de la périphérie. Je crois que c'est vraiment le point qui est important, c'est qu'il faut durcir ce qu'on a déjà comme épargne retraite. Il faut développer une épargne retraite privée,
on voit qu'on a un vrai problème de définition des droits de propriété associés à l'épargne retraite. Donc tout à l'heure, Elsa Fornero a sorti une feuille de sa poche en disant voilà ce que sont mes droits à la retraite, donnés par le système de répartition. Je pense que dans un système aussi d'épargne retraite, avec de l'épargne retraite qui vienne compléter la retraite par répartition, encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer toute la retraite par répartition, mais simplement de tenir compte des réformes qui sont mises en place. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut casser la répartition. Mais si on la remplace, il faut aussi que les droits de propriété, il faut aussi que chacun soit bien conscient des droits qu'il a sous forme d'épargne retraite. Donc la meilleure manière de faire ça, me semble-t-il, c'est plutôt de développer des plans d'épargne retraite privés, privés dans les entreprises, à titre individuel ou collectif, plutôt à contribution définie, c'est-à-dire avec des modalités de partage de risque intergénérationnel relativement étroites, simplement parce que la répartition fait déjà ce partage des risques intergénérationnels et que c'est à elle de faire ça. En France, on a l'expérience du FRR, Fonds de réserve des retraites. Du jour au lendemain, Nicolas Sarkozy a dit nous avons besoin de financer la CADES, et il a dit au FRR, qui était normalement planifié pour passer la bosse jusqu'en 2030, jusqu'à 2022, vous devez me donner 3 ou 4 milliards par an, je ne me rappelle plus de la somme, et donc le passif du Fonds de réserve des retraites a disparu du jour au lendemain. Et je pense qu'effectivement, la France n'est peut-être pas un pays suffisamment mûr, comme la Suède ou comme d'autres pays, pour mettre en place des vrais fonds de pension très collectifs, fonctionnant sur d'autres principes. On a un peu cette difficulté parce qu'il y a tout le temps une tentation du politique de venir chercher ça. Et la meilleure manière de se protéger, c'est plutôt de le donner en quelque sorte au privé, avec bien sûr derrière une régulation importante de tout ça. Donc, 2 axes de développement, mettre en place des dispositifs quasi obligatoires à adhésion par défaut au sein des entreprises, ce qu'on n'a pas fait en France, et ce qui est fait bien sûr dans d'autres pays. Il ne s'agit pas encore une fois de faire des gros dispositifs, mais d'essayer d'aller vers ça, de faire en sorte que dans le contrat de travail, il y ait des éléments qui permettent de généraliser des contrats qui existent déjà. Je pense à des contrats de type article 83 en France. Quasi obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des options par défaut. Là aussi, c'est une formule qui a fait un peu ses preuves. Donc ça veut dire qu'on n'oblige pas la personne à cotiser, mais quelque part, si elle ne veut pas cotiser, elle doit cocher la case. Donc on doit l'aider aussi pour tenir compte de son incapacité finalement quelquefois à planifier les nudges. On va essayer de lui donner un petit coup de main. Et puis, il y a un aspect qui me paraît aussi essentiel, c'est que finalement, on doit partir de l'existant, mais notre existant, le système de retraite supplémentaire tel qu'on l'a aujourd'hui, ne semble pas assez transparent, et je crois qu'on a un vrai problème de fonctionnement du marché de l'épargne retraite. Le marché de l'épargne retraite n'est pas un véritable marché, en France, il n'est pas suffisamment transparent. Et je crois qu'il y a des énormes efforts à faire de ce point de vue-là, et une manière de les faire, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais une manière de mettre en place la transparence, c'est précisément d'avoir une transparence sur les qualités des produits, sur le rendement. Et je crois que là, il y a un effort à faire. Et cet effort, il peut aussi passer par les fintech, par le développement de la finance digitale, le fait que les données sont aussi plus disponibles. Et aujourd'hui, les ménages, une des raisons qui les empêche d'épargner davantage, c'est qu'ils ne savent pas très bien ce à quoi ils ont droit. Malheureusement, pourtant, les données existent. Pourtant, il y a des produits qui sont pertinents. Le PERP, en France, est un produit qui est relativement pertinent. L'autorité de contrôle, on a une ACPR en France, rassemble des données. Ces données ne sont pas données au grand public pour pouvoir comparer. Les acteurs sociaux, les syndicats dont on parlait ce matin, négocient des contrats dans les entreprises, dans des conventions collectives, etc., sans forcément avoir vraiment une grande idée sur les niveaux de rendement, les niveaux de rémunération, etc. Et donc, je crois que c'est absolument fondamental qu'il y ait plus de transparence et qu'il y ait peut-être plus de concurrence. En France, nous sommes dans un système où l'assurance vie joue un rôle considérable. Il n'y a pas de fonds de pension en termes légaux. Donc, on a aujourd'hui des portes qui sont ouvertes grâce aux modifications prudentielles, durcissement des normes prudentielles pour l'assurance. Donc peut-être c'est le moment de créer des choses à côté qui soient moins dures en termes prudentiels et qui favorisent, et c'est mon dernier point, le transfert de l'assurance vie en euros vers des dispositifs d'épargne retraite à réglementation prudentielle spécifique, ce qui permettrait encore une fois de durcir ce noyau dur et de mobiliser une épargne pour se servir de la retraite, et puis ce qui permettrait aussi d'avoir une épargne qui est à plus long terme. On sait très bien que le système de financement de l'économie par l'assurance vie est un système fragile parce que on est toujours exposé au rachat finalement quand on est dans l'assurance vie, alors que l'épargne retraite c'est bien ça, c'est une épargne bloquée qui est bloquée pendant longtemps. Bon, donc voilà, j'en ai terminé, peut-être un peu longuement. Donc simplement, je dirais oui, le coup d'après peut-être pour le Maroc, c'est que le regret qu'on peut avoir, c'est qu'en France on
on a développé un système qui est peut-être qui est efficace, mais qui est un peu monolithique, qui est plus forcément adapté. Et quelque part, il y a une nécessité d'avoir peut-être plus de diversité aussi, pas forcément pour tout le monde. Hein. Cette épargne retraite, c'est pas une épargne retraite pour les gens pauvres ou les gens, mais c'est une épargne retraite qui s'adresse aux classes moyennes et supérieures, et c'est important aussi d'y faire attention. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.